Merci beaucoup, Bruno, d'avoir éclairé ce débat qui est quand même, qui peut voler très très bas, comme un calcul d'épicier, ou très haut dans les stratosphères stratégiques. Moi, on verra le débat tout à l'heure. Je retiens quand même pas mal de contradictions du côté américain, en particulier celle-ci. C'est quand même difficile de dire aux Russes non, non, mais mes systèmes de défense antimissiles stratégiques ne vous visent pas, ça vise la Corée du Nord. En disant en même temps à l'OTAN, non, non, les systèmes de missiles déployés à l'OTAN ne vous visent pas, ça vise un pays qu'on ne doit pas citer, dont le nom commence par I et qui n'est pas l'Irak. Donc c'est quand même difficile de dire aux Russes, vous n'êtes pas concernés par les systèmes de défense antimissiles occidentaux, tout en disant de plus en plus, et encore à la dernière Verkundé, on est dans un retour de la guerre froide, les guerres interétatiques sont possibles, y compris avec la Russie. Moi, si j'étais M. Poutine, quand même, je me dirais, si on est dans la guerre froide et que la guerre interétatique est possible, c'est que quand même ces systèmes antimissiles me visent aussi un peu. Donc je trouve qu'il y a quand même une vraie contradiction dans la posture américaine. Et merci aussi de nous avoir éclairé sur l'idée que tout cela est affaire de perception. Qui croit que l'autre a et que l'autre peut. Si je peux abuser d'une minute, moi, je me souviens d'une histoire. Quand j'étais au Quai d'Orsay, que je travaillais sur les questions stratégiques sur les armes nucléaires à double capacité, il y avait une histoire qui se racontait pour montrer la subtilité de la dissuasion comme un pur phénomène de perception. Sans doute tu la connais. C'est l'histoire d'un trappeur qui va dans le pôle Nord, il fait très très froid, il décide de passer tout l'hiver, vous la connaissez? Alors il décide de passer tout l'hiver tout seul au pôle Nord. Il abat une bonne quantité de forêt pour faire un bel amas de bois. Voilà. Et puis il a très très froid quand même. Au bout de 15 jours, 3 semaines, il se décide quand même de sortir de sa hutte et d'aller voir le chef indien local et lui dit « Mais est-ce que tu penses que l'hiver, ça va être très froid ?» Et le chef indien qui l'a amené jusqu'à sa cabane dit « Oui, quand même, ça va être assez froid cet hiver. » Bon. Et donc l'autre trappeur coupe une autre partie de la forêt et multiplie par 3 son tas de bois pour pouvoir bien se chauffer l'hiver. Et au bout quand même de 15 jours, il est inquiet parce qu'il en débite beaucoup. Il invite de nouveau le chef indien et il lui dit « Est-ce que l'hiver va être très très froid ?» Et le chef indien lui dit « Ah oui, 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 là cet hiver va être particulièrement froid. » Alors du coup, il retourne dans la forêt, il recoupe 10 hectares, il revient, il a un tas qui dépasse largement sa cabane, il invite le chef indien à boire un thé et lui dit « Mais vraiment, tu es sûr que ça va être très froid ?» Il dit « Ah, c'est historique. Là, ce sera un hiver historique. Il n'a jamais fait aussi froid que ce que va être cet hiver. » Et donc le trappeur lui dit « Mais enfin, comment le sais-tu? Comment le devines-tu? À quel signe tu peux savoir que l'hiver va être à ce point catastrophique ?» Et le chef indien lui dit « Mais c'est très simple. Il y a un proverbe indien qui dit que quand homme bois couper beaucoup de bois, l'hiver va être très très froid. » Et c'est le symbole de la dissuasion nucléaire. Et j'ai un peu l'impression que ça s'applique quand même parfaitement à la défense antimissile. Pardonnez-moi, je vous ai pris 2 minutes, mais je voudrais donc maintenant donner la parole à Luc Digny, qui est un ingénieur de la DGA, qui a d'ailleurs commencé sa carrière au ministère de la Défense et à la DGA, en particulier sur la défense antimissile balistique. Je crois que vous étiez à l'époque un des grands experts français de la furtivité. Vous avez ensuite quitté le ministère pour rentrer chez Thales, qui était à l'époque Thomson CSF, et vous avez occupé absolument tous les postes sur les défenses antimissiles jusqu'à devenir directeur d'une direction qui s'appelle Integrated Air and Missile Defense chez Thales, et vous êtes responsable de toutes les activités, radar, système d'armes, communication, le spatial, tout ce qui concerne la défense antimissile. Donc vous êtes sans doute celui qui, dans le point 5 de Bruno, une question de coût-efficacité, a intérêt à vendre l'opportunité de ces systèmes indépendamment de toute rationalité stratégique. Vous êtes aussi très impliqué, non mais je dis ça pour provoquer le débat, vous êtes aussi très impliqué dans tout l'ensemble de la communauté stratégique internationale sur l'ensemble de ces sujets. Vous présidez le groupe d'études de l'OTAN, le NATO Industry Advisory Group, qui réunit 11 pays sur ce système. Et donc, vous avez publié énormément de choses, donc je crois que vous étiez le contrepoint idéal pour commenter la conférence que vient de nous donner Bruno Tertrais. Et merci beaucoup d'avoir accepté. Merci Madame pour cette
Introduction très flatteuse et vraiment très gentille. Merci à Bruno Tertré pour cette présentation vraiment sous tous les angles de la défense antimissile, y compris d'ailleurs effectivement avec des éléments à la fois techniques et des calculs savants très intéressants. Le nombre d'intercepteurs, le nombre de missiles assaillants et le bilan au final sur les coûts, qui est un vrai sujet, et d'ailleurs qui me préoccupe aussi en tant que contribuable, comme tout un chacun. Je suis, je dirais, vraiment très honoré d'être reçu ici et de faire une intervention, alors avec un point de vue à la fois technique et témoin de l'environnement international sur les défenses antimissiles. Bien entendu, beaucoup de choses ont été dites, et je vais essayer d'insister principalement sur les liens donc, entre la dissuasion et les défenses antimissiles, parce qu'elles sont multiples, il n'y en a pas que d'une sorte, et ce que l'on appellerait les game changers ou les facteurs de rupture techniques qui contribuent effectivement à l'évolution de l'environnement. Alors, je vais parler très rapidement de la complémentarité donc, entre la défense antimissile et la défense antibalistique stratégique et la dissuasion entre, je dirais, les années 60 et 2010. Non pas pour le plaisir de parler du passé, mais pour montrer les grandes inflexions et surtout ce qui se passe après 2010 et avec les déclarations récentes du président Poutine. En ce qui concerne la défense antimissile et son lien avec la dissuasion, comme l'a rappelé Bruno Tertré, au départ, c'est une affaire de défense nucléaire contre des attaques nucléaires. Et de ce point de vue-là, effectivement, la technologie à l'époque n'est pas très inventive, elle est plutôt massive et des choix sont faits. En ce qui concerne la Russie, l'Union soviétique, le choix fait à l'époque perdure, comme ça a été dit. Il est basé sur quoi? Il est basé sur une défense antimissile centrale, dont la mission principale n'est pas du tout la défense des populations, et ça c'est une grande différence avec la politique américaine, c'est la défense de sites stratégiques qui ont un rôle immédiat dans la réplique nucléaire en cas d'attaque préventive. Parce que la Russie, dans sa politique, considère le risque d'une attaque préventive américaine comme étant un élément probable. Voilà. Et ça, c'est une constante depuis le début. Et c'est ce qui explique qu'ils ont maintenu, envers et contre tout, une défense antimissile à base d'intercepteurs nucléaires, chose qui est en train de changer aujourd'hui. Les Américains, de leur côté, ont envisagé une défense nucléaire pour défendre les populations et se sont vite rendus compte, compte tenu de l'étendue des territoires, que ce n'était pas possible. Donc ils ont abandonné. Ils ont abandonné un certain nombre de choses, sauf les composantes d'alerte radar, voire les satellites d'alerte, qui jouent un rôle tout à fait important dans le mécanisme de dissuasion américain. Savoir que des missiles ont été lancés de quelque part, ça permet de prendre un certain nombre de décisions suffisamment tôt. Voilà. Et ça perdure également. Alors, ensuite arrive le programme IDS américain, avec le rêve de Reagan, qui était au fond de présenter une défense totale des populations contre des salves massives de missiles intercontinentaux russes. Alors ce rêve-là, il n'a pas duré longtemps, et effectivement, assez rapidement, les choses ont été recentrées vers des missions plus limitées, on va y revenir. Il y a néanmoins un point important, qui est un facteur de rupture technologique à l'époque, c'est que les solutions américaines qui ont été présentées étaient basées sur des intercepteurs dits à énergie cinétique, c'est-à-dire capables par des manœuvres extrêmement rapides et par un guidage précis d'aller percuter les ogives en plein vol et donc de les détruire. Ça, c'est une inflexion très importante du point de vue technologique que ne maîtrisaient pas les Russes. Donc ça a été un challenge qui a été affiché par les Américains vis-à-vis de l'URSS. Et c'est ce qu'on résume en général en disant effectivement l'initiative de défense stratégique américaine a contribué à l'effondrement de l'Empire soviétique. Bon, je pense qu'il y avait beaucoup d'autres facteurs par ailleurs, mais ça fait partie des facteurs. Alors donc, effectivement, changement de raisonnement et donc défense des populations à base d'intercepteurs à effet cinétique. Bon, les armes énergie dirigées de l'époque, ça faisait partie de la panoplie, les lasers dans l'espace, etc. Ça fait long feu, il y a eu des recherches qui ont été menées, il y a des choses qui sont faites aujourd'hui, mais ce n'était pas le sujet central. Alors, effectivement, le débat du côté américain a été recentré vers une défense à capacité limitée contre des frappes limitées. Ça a été très bien dit par Bruno Tertré. L'histoire du général fou qui tire un missile, d'abord, très bon scénario de film de James Bond, mais surtout après la problématique des pays proliférants, donc avec des frappes limitées.
débat combien de missiles intercepteurs contre combien de missiles assaillants. Il faut dire aussi une chose très importante, c'est que la Russie a continué la modernisation de ses ceintures de défense stratégique autour de Moscou. Et là, je vais insister sur un point. Il s'agit de défense stratégique, de défense aérienne et antimissiles. On oublie complètement de parler de la défense aérienne, mais dans les dispositifs russes, la dualité antiaérienne et antimissile existe et perdure. Ça, c'est aussi une différence importante vis-à-vis des Américains, qui, eux, ont misé, de par, je dirais, la distance, sur une défense qui était d'abord antibalistique et finalement purement antibalistique. Les défenses aériennes et antimissiles existent aussi, je vais en reparler juste après, en ce qui concerne ce que l'on appelle la défense de théâtre, c'est-à-dire la défense et la protection des forces déployées. Donc, modernisation des systèmes russes, et en particulier adjonction autour des systèmes fixes de systèmes nouveaux, mobiles, alors systèmes S-300, etc., et donc plus récemment des systèmes S-400, qui, eux, sont dotés de charges conventionnelles. Donc on a une mixité aussi, des charges nucléaires, également des charges conventionnelles, avec des systèmes qui peuvent être donc déployés par ailleurs sur des théâtres d'opération. Et donc, également aussi exportés. On a vu l'exportation de systèmes S-300 russes et plus récemment de systèmes S-400. Donc il y a une dissémination des défenses qu'il ne faut pas négliger si on revient, je dirais, à une vision d'ensemble sur le rôle des défenses antimissiles, de théâtre, mobiles et des défenses centrales qui sont fixes. La défense de théâtre, justement pour parler d'elle, a vu son développement et un rôle particulier, notamment pendant la première guerre du Golfe. C'est ce qui était cité par Bruno Tertrais, avec un effet particulier qui était un effet de pondération finalement, des effets d'attaque de l'Irak vers Israël et finalement de protection des populations. Protection d'ailleurs qui était complétée par les défenses passives qu'il ne faut pas oublier. En ce qui concerne Israël, il y a une défense passive qui est extrêmement présente. Et puis sans oublier non plus les capacités de riposte qui n'ont pas été utilisées ce jour-là, mais qui ont été utilisées dans d'autres cas lors de démonstrations de capacités de protection de la vie économique, de la vie des populations, par exemple contre les salves de roquettes. On a vu ça dans le rôle des systèmes antimissiles israéliens contre les tirs de roquettes du Hezbollah, avec pareillement et simultanément d'ailleurs des frappes aériennes pour détruire les lanceurs. Donc on voit qu'il y a un autre domaine qui est celui des défenses de théâtre, qui ont un lien indirect avec la dissuasion. Il s'agit de la capacité de manœuvre, de la liberté de manœuvre des forces qui sont déployées. Il s'agit aussi, au travers d'accords d'ailleurs avec les pays et les zones dans lesquelles on se déploie, d'assurer finalement une sorte, je dirais, de tampon avant un mécanisme d'escalade. Ça, c'est un élément qui fait partie du décor. Et là, on parle de défense aérienne et antimissiles, et donc aussi, je dirais, de crédibilité des systèmes offensifs, de leur efficacité, parce que tout est affaire, finalement, de probabilité. Du côté de la défense, comme Bruno Tertrais l'a fort bien démontré, mais du côté de l'attaque aussi. Alors, je voudrais juste parler un petit peu de l'Europe, parce que l'Europe n'a pas de rôle direct dans les défenses antimissiles stratégiques du territoire, hormis, bien entendu, par les biais des mécanismes collectifs de décision de l'OTAN. Et donc il y a eu des décisions qui ont été approuvées par l'Europe et par les nations donc, en ce qui concerne le déploiement des systèmes américains stratégiques en Europe, mais aussi par la participation au système de commande-contrôle de l'OTAN. Et là, l'Europe participe activement, financièrement, politiquement, techniquement et industriellement. Il reste la participation aux défenses qui sont les défenses mobiles, les défenses de théâtre. Et là aussi, il n'y a pas que la contribution américaine, il y a une contribution européenne avec un certain nombre de systèmes. Alors des pays ont adopté le système Patriot américain, d'autres, comme la France et l'Italie par exemple, ont réalisé des systèmes d'abord antiaériens, le système SAMP-T, qui a été doté d'une capacité supplémentaire antimissile balistique. Donc tout ça fait partie d'une capacité non pas de défense de l'Europe en tant que telle, mais de défense des troupes déployées à l'extérieur. Pour autant, d'ailleurs, parlant de défense aérienne, des systèmes solaires, comme le système SAMP-T, participent aussi à la sûreté de l'espace aérien, combinée avec les forces aériennes. Alors, je voudrais terminer cette intervention par un commentaire sur le tournant stratégique d'après 2010. Depuis la fin des négociations entre les USA, l'OTAN et la Russie a décidé ou affiché une stratégie de défense aérospatiale intégrée, innovante. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement
de défense antimissile, de défense antiaérienne, mais il s'agit de combiner différents moyens pour participer à une défense qui s'étend jusqu'à l'espace, puisqu'elle inclut des capacités antisatellites. Et cela participe à une vision qui est une vision globale de cette défense, je dirais de façon concomitante avec une doctrine qui est par exemple la doctrine de déni d'accès. Et là, on retrouve la combinaison de moyens offensifs, aériens, mais aussi défensifs, et notamment des défenses mobiles dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de type S-400. Et il s'agit finalement de dissuader un adversaire potentiel de venir déployer ses forces et d'essayer de tenter, d'une certaine façon, une incursion, soit dans une zone sensible extérieure, soit directement sur le territoire russe. Et donc là, on retrouve donc la combinaison de tous les moyens, des moyens centraux, participant à cette doctrine de déni d'accès spatial, utilisation de missiles balistiques, utilisation de moyens déployés sur le théâtre, moyens maritimes, moyens terrestres, moyens aériens. À cela s'ajoutent des moyens de guerre électronique, de guerre électromagnétique et d'utilisation d'énergie dirigée, tout à fait modernes. Donc là, on voit des facteurs de changement de la politique russe, et le discours de M. Poutine, effectivement, s'appuie sur un certain nombre de ces technologies. Alors c'est d'une certaine façon aussi une réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire à l'initiative de défense stratégique de M. Reagan. Effectivement, la Russie réplique aujourd'hui par de nouvelles initiatives. Mais il y a un facteur tout à fait important, pour finir, c'est cette notion de défense mobile déployable, voire exportable. Des systèmes S-400 ont été déployés, par exemple, en Syrie. Donc en cas de crise dans ces zones-là, il y a des moyens tout à fait modernes qu'il faut considérer. Donc je voudrais terminer cette intervention simplement par une petite réflexion concernant le rôle de l'Europe dans ce paysage compliqué. Il faut certainement réfléchir à l'amélioration et à la consolidation de nos systèmes dits, non pas de défense antibalistique, mais de défense aérienne et antimissile intégrée, que l'on possède déjà, mais qu'il faut moderniser pour prendre en compte un nouveau paysage de menaces. Il y a certainement une question qui a déjà été abordée dans le livre blanc intérieur concernant la capacité d'alerte en lien avec la dissuasion, modernisation des systèmes IMD, modernisation des missiles intercepteurs, et puis aussi des systèmes de conduite de tir. Vous citiez tout à l'heure d'ailleurs une étude qui est en cours à l'OTAN. Il y a effectivement une réflexion en cours aujourd'hui pour essayer d'améliorer l'interopérabilité en temps réel entre les systèmes de conduite de tir et de guidage pour, en quelque sorte, durcir l'efficacité de ces systèmes face à des nouvelles menaces. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci d'avoir conclu sur l'Europe dont j'imagine la France fait partie. Donc c'était un message, j'imagine, à la posture française de dissuasion. Mais vous avez beaucoup plus insisté sur les, si je puis dire, sur l'antimissile de théâtre, enfin de combat, alors que Bruno parlait quand même beaucoup plus du lien entre la défense antimissile stratégique et la dissuasion, où je me trompe, mais en tout cas, je trouve que ça se complète bien.